Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, une question qui va nous animer durant ces 13 minutes ensemble. Qu'est-ce que les GP-LED? Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais si on se pose la question aujourd'hui dans Smart Patrimoine, c'est parce que plusieurs articles de la presse financière ont montré cet été que les GP-LED étaient désormais un moteur central du marché secondaire du private equity. C'est bien de private equity dont nous allons parler aujourd'hui pour tenter de comprendre comment les CGP peuvent expliquer à leurs clients quelles sont les dynamiques à l'œuvre aujourd'hui en matière de private equity. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Estelle Delat. Bonjour Estelle Delat. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente et cofondatrice de Private Corner et nous avons également le plaisir d'être accompagnés en duplex et en mobilité par François Aguerre. Bonjour François Aguerre. Bonjour Nicolas. Vous êtes vice-président de France Invest, mais aussi senior partner chez Coller Capital. On va commencer avec vous, Estelle Delat. Peut-être une toute petite question. GP-LED, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde du private equity? Parce que là, on est dans l'acronyme, dans l'anglicisme, qui n'est pas toujours facile à comprendre pour les investisseurs. Alors le GP-LED, c'est tout simplement une typologie d'opérations secondaires qui coexiste avec le LP-LED. D'accord. LP comme Limited Partners, GP comme General Partners, donc les investisseurs, les gérants. Et D'accord. donc le GP-LED, c'est tout simplement le fait pour un gérant de manœuvrer la sortie d'une société de son portefeuille pour venir la loger dans un fonds de continuation. D'accord. Un fonds de continuation qu'il aurait créé lui-même, c'est ça? C'est ça, aux côtés d'autres investisseurs, parce qu'après on va en discuter certainement plus tard, mais il y a des enjeux d'alignement, de qualité de l'actif, de valorisation de l'actif. Et donc ça, c'est vraiment les points de vigilance sur lesquels on reviendra à regarder avant d'aller investir l'argent de ses clients dans ce type d'opération. Mais alors, juste pour bien comprendre, si on fait la différence avec le LP-LED, ça veut dire que dans un schéma classique, on a un fonds de private equity qui investit dans une entreprise et ensuite la sortie, ça peut être la vente à un autre fonds. Ou à un industriel. Ou à un industriel. Ou une cotation en bourse. D'accord, ça c'est le schéma classique. Et le GP-LED, c'est le gérant du fonds qui a envie de continuer l'histoire, mais différemment avec l'investissement qu'il a réalisé. C'est ça. Et donc la qualité de l'actif, elle est vraiment assez binaire, dans le sens où soit ça va être une pépite, donc un actif qui a encore un fort potentiel de création de valeur et sur lequel le gérant va vouloir continuer à être intéressé. Parce qu'il n'a pas envie de s'en séparer. Voilà, tout exactement. Ouais, et donc, mais néanmoins, il il doit rendre l'argent à ses investisseurs existants dans ce fonds. Donc, il va leur proposer de sortir et également leur proposer de continuer l'aventure en tant qu'investisseur dans ce fonds de continuation. Donc, c'est vraiment au choix de chacun. On suit ou pas. Et puis, après, vous avez des actifs un peu plus... dont la qualité est un peu plus discutable. D'accord. Et donc, on préfère ne pas les sortir tout de suite, c'est ça? Potentiellement, les gérants peuvent se passer les actifs entre eux. Et donc, c'est là où ça ne les empêche pas de faire du GP-LED, en fait. C'est pour ça que je vous dis, il y a deux types de qualités. D'accord, il faut avoir en termes tête de qu'il y a... GP-LED. Et il y a des garde-fous sur lesquels va certainement approfondir François, qui permettent justement de s'assurer quelque part que tous les marqueurs sont au vert pour avoir l'assurance raisonnable de la qualité de l'actif dans lequel on est en train de poursuivre l'investissement. François Aguerre, après ce point définition, pour bien comprendre effectivement comment ça se passe, vous constatez, vous, aujourd'hui, chez France Invest, qu'il y a de plus en plus de GP-LED par rapport à il y a quelques années et que c'est devenu une sortie de plus en plus conséquente par rapport à la cotation en bourse ou la vente à un industriel? Oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché du GP-LED, aujourd'hui, il a à peu près 10 ans. Il a démarré aux alentours de 2015 avec ampleur. Donc, ce n'était pas nouveau à l'époque, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui GP-LED, c'est des transactions qui ont existé depuis les années 90. Mais la différence, c'est l'ampleur que cela a pris depuis une dizaine d'années. Le point que je ferai pour mettre en perspective, parce que je pense que c'est très important de bien comprendre, c'est lié d'abord et avant tout au développement et à la maturité du marché du private equity. L'industrie du secondaire, c'est une industrie, donc c'est une stratégie d'investissement qui est différente de la plupart des autres, en ce sens où notre activité consiste à fournir de la liquidité aux acteurs du marché du private equity. D'accord. On n'investit pas dans une société en particulier, et donc pendant longtemps, on a apporté cette liquidité aux investisseurs, donc les LPs, et depuis 10 ans, on apporte aussi cette liquidité aux autres acteurs. Il n'y a que deux acteurs dans le marché, il y a les investisseurs et il y a les gérants. Donc on apporte aussi cette liquidité aux gérants. Pourquoi est-ce qu'on fait cela ?
Parce qu'il y a 20 ans, un gérant, c'était quelqu'un qui levait un fonds, qui investissait ce fonds, et ensuite qui allait lever un autre fonds. Donc, la mécanique dont vous parliez tout à l'heure, qui était j'achète une société, je la gère et je la vends, elle était simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gérants qui ont 5, 10, 20 stratégies différentes et qui donc se retrouvent à gérer pas seulement un fonds, mais à gérer en fait un portefeuille. Donc, la réflexion de liquidité par rapport à un portefeuille avec beaucoup de stratégies et beaucoup d'actifs différents, elle-même, elle devient plus sophistiquée, elle devient plus mature, d'où la coïncidence avec cette émergence des GP-led. Mais alors, une question peut-être pour Alors, vous. juste une dernière info. Une dernière info peut-être de donner, c'est qu'aujourd'hui, le GP-led, ça représente un peu moins de la moitié du marché dans le monde entier du secondaire par an. D'accord, un peu moins de la moitié. Ah oui, donc ça a pris quand même 45%, ouais. 45%, donc ça a pris une ampleur quand même assez conséquente, et c'est à ne pas ignorer quand on est, par exemple, conseiller en gestion de patrimoine. Même question pour tous les deux, mais on va commencer avec vous, François Aguerre. Quand on est conseiller en gestion de patrimoine, qu'on voit l'essor du private equity depuis plusieurs années, qu'on doit accompagner des investisseurs particuliers sur ce secteur et qu'on voit effectivement que le GP-led est une sortie qui prend de l'ampleur et qui peut du coup rassurer sur le dynamisme, mais il y a aussi des limites effectivement à avoir en tête. Comment est-ce qu'on fait pour faire une sélection? Quelles sont les questions à se poser? Comment est-ce qu'on accompagne les investisseurs? Oui, donc cette transaction-là, comme l'indiquait Estelle, sont des transactions où il y a une sensibilité supérieure, puisque effectivement, quand un investisseur passe un actif d'un véhicule à un autre véhicule, et à chaque fois géré par ce même acteur, il peut y avoir des sujets qui sont des sujets de conflit d'intérêts. Donc il faut être sensible à ça. Une nouvelle fois, c'est pas forcément nouveau. Des gérants qui vendaient d'un fonds à un autre fonds, ça existe depuis longtemps. Mais donc, il faut avoir en tête que c'est le cas. L'industrie du private equity, elle repose sur la confiance entre le LP et les GP. Puisqu'on donne du capital à gérer à un gérant qui n'a pas encore investi dans un portefeuille. Et donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que même si ces transactions sont un petit peu différentes, c'est la même philosophie qui doit s'appliquer. Donc, l'intérêt de ces transactions, le plus souvent, c'est que ce sont des transactions d'actifs qui sont en moyenne les meilleurs dans lesquels les gérants ont investi. Donc, par rapport à ces clients, quand on est un CGP, ça donne forcément envie d'essayer d'avoir accès à ces meilleurs actifs. Estelle Delat, même question. Quelles sont les limites à avoir en tête quand on est un conseiller en gestion de patrimoine? Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner effectivement cette très belle histoire que le gérant a envie de continuer, et puis cette histoire moins belle que le gérant a peut-être envie de cacher pour le moment, avant peut-être d'espérer que ça devienne une belle histoire? Oui, ben justement, c'est ce que je disais, ça peut être soit des actifs fatigués, soit des actifs, à contrario, de très très bonne qualité. Donc les points de vigilance, ça va être la valorisation à laquelle va être faite la transaction, et surtout pas tout seul, pour avoir quelqu'un qui vient justement challenger cette valorisation. D'accord. Donc effectivement, c'est un métier qui est basé sur la confiance. Donc on peut imaginer déjà que s'il y a un tiers, ça change un petit peu ça donne d'autant plus confiance à la valorisation. Et puis des sujets de gouvernance et d'alignement, justement, entre toutes les parties prenantes autour de la table, y compris les investisseurs. Après, pour donner quelques chiffres, le marché du secondaire en 2024, c'était 162 milliards dans le monde. Dans le monde, oui. En Europe, sur le GP-led spécifiquement, 75 milliards et plus 173% entre 2019 et 2024. Donc c'est vraiment devenu une stratégie à part entière chez les gérants, comme le disait François, notamment du fait de la maturité du primaire. Parce que sans le primaire, naturellement, il n'y a pas de secondaire. Donc, c'est quelque chose qui s'est très, très professionnalisé. Effectivement, les cessions à des industriels étant devenues plus compliquées, les introductions en bourse, pas forcément toujours plébiscitées par les entrepreneurs, c'est une voie qui est de plus en plus poursuivie. Donc après, il faut juste être vigilant à ce que ce soit fait pour de bonnes raisons et pas pour de mauvaises raisons. Et est-ce qu'on est souvent dans le schéma que vous décrivez tout à l'heure, où le GP-led se fait finalement avec les mêmes investisseurs que lorsqu'il y a eu le premier tour? Souvent, justement, du fait qu'il y a déjà cette connaissance de l'actif, et ça, c'est aussi un gros avantage, c'est d'avoir la connaissance de l'histoire d'avant. Quelque part, le GP-led, c'est une seconde vie qui est donnée à un même investissement. Donc, quand on a confiance
l'équipe de gestion qui nous a fait vivre cette première partie de l'aventure, bien sûr, on est souvent enclin à remobiliser une partie de son retour sur investissement dans ce fonds de continuation. Mais ça veut dire qu'il faut suivre et connaître les gérants. Et vous l'avez dit, c'est une relation de confiance. De donner de la transparence, de l'information dans la durée pendant la première partie de la vie d'investissement. Mais ça, évidemment, c'est... Ce qui n'est pas toujours évident quand on est conseiller en gestion de patrimoine, puisqu'on fait pas mal de choses à côté. Et pour autant, il faut être capable, quand on va proposer du private equity à ses clients, de suivre et de connaître les gérants, de se faire sa propre expertise. Et c'est le rôle que Private Corner joue depuis 5 ans désormais auprès des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, des banques privées, c'est d'aller sélectionner ces gérants qui ont démontré leur capacité sur différentes stratégies qui vont s'intégrer en complémentarité dans la construction d'un portefeuille et de leur donner justement de l'information, de la transparence, des outils pédagogiques pour vraiment s'approprier cette classe d'actifs et accompagner les clients privés de manière la plus éclairée qui soit pour vraiment faire de cette classe d'actifs une classe d'actifs à part entière dans la construction d'un patrimoine global sur les actions, les obligations. Oui, bien sûr. L'idée, ce n'est pas du tout d'opposer côté et non-côté, c'est vraiment d'en faire une approche globale dans la gestion de son patrimoine et d'aller investir justement dans les bonnes stratégies en fonction des cycles. François Aguerre, une dernière question avec vous, si vous nous entendez toujours. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cet essor continue dans les prochaines années? Alors, je ne sais pas si vous nous entendez, François Aguerre. J'ai peur que la connexion ait été interrompue. Est-ce que le son est là? C'est bon. Alors, est-ce que vous m'entendez, François Aguerre? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cet essor continue dans les prochaines années et est-ce que les CGP ou ceux qui souhaitent investir doivent se former à ce type de sortie aujourd'hui parce que ça devient de plus en plus conséquent? Alors, sans aucun doute, l'effort va continuer. Maintenant, il faut mettre les choses en perspective par rapport aux produits qu'ils souhaitent proposer leurs clients. Dans le monde aujourd'hui, il y a plus de 10 000 sociétés de gestion. Donc 10 000 sociétés de gestion, ça veut dire que si chacun gère en moyenne 3 fonds, il y a 30 000 fonds de private equity ou de marché privé. À aujourd'hui, après 10 ans, on est encore dans des nombres qui sont des nombres de moins de 1000 GP-led qui ont été réalisés. Donc 1000 GP-led, c'est des sociétés particulières, 30 000 fonds, s'il y a 10 sociétés par fonds, ça fait 300 000 sociétés. Donc on est dans des proportions qui sont des proportions extrêmement faibles par rapport à l'ensemble du marché. C'est juste pour mettre en perspective quand même. Eh bien, on finira là-dessus. Merci à tous les deux. Merci François Aguerre, vice-président de France Invest et senior partner chez Coller Capital. Merci également Estelle Dola, présidente et cofondatrice de Private Corner. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.